Bonjour, je suis Hugo de MEF Radio. Je suis aujourd'hui accompagné d'Aline et de Vincent. Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Stéphane Langlais, président fondateur de l'entreprise Angle Intelligence, et on va parler de l'industrie d'aujourd'hui. Oui, bonjour, je suis Hassan, étudiant en première année de BUT en technique de commercialisation. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots votre parcours professionnel et votre entreprise ? Eh bien déjà, bonjour Hugo, bonjour Aline, bonjour Vincent. Merci pour cette invitation et l'opportunité de partager avec vous un bon moment autour de ce podcast. Je suis venu effectivement aujourd'hui avec Hassan qui a commencé un stage au sein d'Angle Intelligence en début de semaine. Il est en technique de commercialisation et c'était une belle expérience pour lui d'être avec nous. Je suis Stéphane Langlais, président fondateur, comme Aline le disait, de Angle Intelligence. Après 25 ans dans l'industrie, sur des rôles très opérationnels, de direction de site, de direction de prod, donc très terrain, j'ai fait le choix il y a 1 an de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en créant une agence de conseil en intelligence artificielle, en robotique, en traitement de la donnée, à destination essentiellement de l'industrie, parce que j'ai eu cette conviction de me dire que dans la région des Hauts-de-France, avec toutes les transformations qui se profilent, avec toutes ces nouvelles technologies, si on n'a pas quelques personnes qui essaient de créer des alliances et d'une prise de recul pour accompagner les industriels de toute taille, de la TPE à la grande entreprise, on pourrait peut-être manquer d'efficacité ou on pourrait être un petit peu en retard sur l'appropriation de ces technologies. Est-ce qu'il y a un moment particulier où vous avez compris que la transformation digitale allait devenir incontournable dans l'industrie ? Globalement, historiquement, l'industrie, elle a toujours par elle-même compris qu'il y avait des évolutions en cours, qu'il y a des choses qui commençaient à arriver et on a une maturité dans toutes les entreprises de la région là-dessus. Par contre, ce dont on peut manquer, c'est de temps à y consacrer pour vraiment comprendre le fond d'une nouvelle technologie qui arrive et surtout sa mise en application, son intérêt, sa création de valeur dans une organisation. Donc finalement, le moment où j'ai compris ça, c'est en expérimentant sur les 3 dernières années, toutes ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la robotique autonome au sein d'une organisation hyper structurée. J'y ai vu des avantages non négligeables en termes de performance industrielle. Et moi, j'y ai vu aussi un intérêt pour moi au sens où je m'éclatais vraiment à comprendre ces technologies. Et il n'y a rien de mieux aussi dans la vie que d'essayer d'être sur ce qu'on aime faire et de le faire partager aux autres. Et c'est ça qui m'a fait sauter le pas. Donc on a là la définition de ce qu'on peut appeler une organisation industrielle intelligente ? Exactement, oui, c'est ça. Angle Intelligence, c'est la bonne intelligence au bon endroit. C'est-à-dire tout faire pour que dans les organisations, on laisse la place à l'humain, aux salariés au centre, mais qu'on essaie de créer des alliances avec les nouvelles technologies pour que chaque salarié s'augmente en performance, en réflexion, en ayant une bonne collaboration, une bonne utilisation de ces nouvelles technologies. Et pas faire de la résistance. On peut faire de la résistance, mais pas être trop en résistance, parce qu'on a vraiment des leviers de performance avec ces nouvelles technologies qui sont démontrés et en cours d'être démontrés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut moderniser l'industrie sans utiliser l'intelligence artificielle ? Alors j'ai très longtemps dit, et je suis encore en train de le penser, qu'il y a de la place pour tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui déciderait à la tête de son entreprise de dire moi je veux être une entreprise sans IA parce que je trouve que on sera plus créatif, plus performant, plus originaux en utilisant que nos cerveaux sans IA et on va se démarquer comme ça. Il y a probablement un marché, s'il connaît bien son secteur, pour que ce soit respectable et qu'il y ait une place en fait. Dans ce que j'ai pu observer peut-être plus généralement dans l'industrie, on a tellement d'informations à traiter, de données à comprendre, de process à maîtriser et finalement d'enjeux sur l'intégration de ces informations au quotidien que j'y ai trouvé dans l'intelligence artificielle quand même un allié qui nous permet de gagner du temps dans la compréhension de certains phénomènes qui se passent dans une organisation, qui se passent dans un process de production. Et donc là, moi, sur certaines fonctions, me passer d'IA, ce serait clairement perdre en performance, perdre en compétitivité. Vous vous formez en continu à l'IA. Quels usages voyez-vous apparaître dans l'industrie prochainement ? Alors,
J'ai souvent cette question, quelle est ma légitimité, par exemple, sur l'IA? Je ne suis pas du tout ingénieur en IA et je n'ai pas fait d'études en informatique. Donc, effectivement, elle se pose la question, et dans le sens aussi où Hugo, tu la poses. Alors moi, j'ai décidé de mettre à disposition mon expérience de 25 ans pour des industriels et de créer des alliances, des collaborations en local avec des vrais développeurs informatiques qui ont toute la connaissance de ce qu'il y a derrière un code Python, derrière un programme, etc. Et donc, on crée ce qu'on a appelé une alliance de la tech-expérience, de la tech-expertise, parce que finalement, c'est ça aussi qui va produire un maximum de résultats, c'est de pouvoir combiner ce qu'on est capable de faire en développement informatique augmenté par l'IA avec de vrais cas d'usage à destination de l'industrie. Et donc, qu'est-ce qui se profile pour l'industrie, pour revenir à ta question ? C'est assez massif, en fait, maintenant, à quel point on va pouvoir adapter tous les outils, vraiment tous les outils, les solutions, les applications à des problèmes concrets dans l'entreprise. On a une capacité à développer tellement rapidement maintenant, mais en le faisant avec des développeurs, on le fait bien et on le fait en sécurité, qu'on va pouvoir beaucoup plus rapidement adapter des solutions logicielles aux problèmes de l'industrie. Est-ce que vous pensez que l'IA va remplacer les fonctions opérationnelles ou elle va les augmenter ? Oui, clairement les augmenter. Après, comme dans toute transformation technologique, il y aura aussi du remplacement sur certaines fonctions opérationnelles. Ça, c'est une évolution assez naturelle et elle va de pair avec l'existence de l'industrie. Ça a toujours été comme ça. Et donc, l'enjeu, c'est d'accompagner les salariés justement dans ces évolutions, faire qu'ils suivent le train de cette modernisation ou de ce que peut proposer l'IA, et d'avoir aussi au niveau des dirigeants et des comités de direction des personnes formées à le faire de façon bienveillante, en accompagnant, en respectant, en écoutant et en essayant d'influencer tout salarié vers ce que l'entreprise a des objectifs et elle doit délivrer aussi une performance, une satisfaction client. Donc voilà, le faire avec un maximum de bienveillance pour accompagner les salariés dans ces transformations. Et j'ai tendance à dire aussi, garder une place à chacun. Moi, je dirais, c'est aussi intéressant, quelqu'un qui dirait « je ne veux pas utiliser d'IA ». Pourquoi pas le laisser ne pas utiliser d'IA et voir avec lui progressivement si ça lui donne un avantage compétitif ou progressivement un retard. Et puis le faire raccrocher en temps voulu sur l'utilisation de l'IA si finalement tout le monde trouve que c'est plus efficace. On voit donc bien que le management bienveillant fait partie de vos valeurs dans le travail. Vous veillez à embarquer les équipes dans la transformation et à faire tomber les réticences. On peut parler de votre quotidien ? Ah oui. Oui, totalement. Mais finalement, c'est la même méthodologie qu'avant l'IA. C'est-à-dire que quand on veut opérer une transformation dans une organisation, soit on fait ce qu'on appelle du top-down, on prend la décision au niveau direction, puis il va falloir faire comme ça maintenant, ou utiliser tel logiciel. Et puis après, on met beaucoup d'efforts pour essayer de convaincre tout le monde que c'est la bonne solution, la bonne décision, et puis on y va avec un maximum de friction. Soit on peut aussi partir, et là l'IA ça nous offre cette chance peut-être plus facilement, partir plutôt de quels sont les cas d'usage que chaque salarié verrait de l'IA dans l'organisation. Donc sur les entreprises que j'accompagne, je recommande fortement justement de plutôt aller vers d'abord une grande génération d'idées, de cas d'usage qu'on a appelé chez Angle Intelligence la fabrique des idées, où on montre de façon spectaculaire ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, très souvent déconnecté d'un vrai intérêt opérationnel, parce que par exemple créer une chanson dans l'industrie ou dans le travail quotidien, on n'en fait pas souvent. Mais c'est plutôt dire, regardez, si elle est capable de faire cette chanson, adaptée pour vous, pour votre fils, pour un événement familial, ça veut dire qu'au quotidien, elle peut aussi vous aider sur plein de tâches peut-être rébarbatives qui pourraient être automatisées. Et donc on commence à générer dans chacun des cerveaux plein d'idées, qu'on capture, qu'on incite à capturer sous format de banque des idées. Et nous, on fait du regroupement en cas d'usage après, pour pouvoir dire, voilà, il y a un cas d'usage dans l'entreprise, peut-être d'une IA sur ce point. Et une fois qu'on a fait de la priorisation, ensuite, sur qu'est-ce qu'on veut travailler, on part en recherche de solutions, nous, pour ces cas d'usage. On peut donc faire concilier exigences opérationnelles fortes avec le bien-être des équipes. Oui, tout part d'un set de valeurs quand même. C'est-à-dire que
Il faut réussir à aligner des valeurs claires dans l'entreprise, écrites, exprimées par les dirigeants, par un directeur, par un comité de direction. Il faut aussi être crédible et cohérent dans la mise en application après au quotidien. Mais quand on arrive vraiment à dérouler ça, on obtient normalement un maximum d'opportunités pour pouvoir déployer des transformations complexes. On va maintenant parler de la QHSE, la qualité, hygiène, sécurité, environnement, comme un levier stratégique. Et puis, je vais donc laisser Hugo en parler. Donc on a 2 définitions. Donc la principale, la QHSE, c'est tout ce qui garantit qu'une entreprise produit bien, en sécurité, dans de bonnes conditions humaines et en respectant l'environnement. C'est la base d'une performance durable. Mais avec vos mots, on pourrait dire que la QHSE, c'est l'intelligence opérationnelle appliquée à l'industrie, maîtriser les risques, fiabiliser les processus et aligner performance économique et responsabilité. La QHSE est souvent perçue comme une contrainte. Comment faire un avantage compétitif ? Alors là, on est pile au bon endroit pour en parler parce qu'on est à Péronne et j'ai dirigé le site Castrol ici dans la zone de la Chapelette pendant 10 ans. Et tout l'enjeu au départ, il était justement de réinstaurer, développer, faire gagner en maturité une culture QHSE. Donc, et essentiellement, sur le site de Péronne, c'était vraiment la partie sécurité. Et donc, comment on fait ça ? On arrive à le faire en étant très exigeant sur le fait qu'on doit avoir tous au quotidien des actions qui vont, par exemple, vers le zéro accident. Et comment on atteint le zéro accident ? Ensuite, on déploie plusieurs méthodes, plusieurs outils qui vont permettre de conduire chaque salarié à adopter, à avoir la bonne attitude au quotidien qui va le prémunir, qui va le garantir d'être zéro accident. Et si je fais une parenthèse avec Hassan qui est avec nous, par exemple, qui a commencé son stage lundi, on a fait un point pour identifier les risques qui pouvaient se présenter courant de son stage. On entend en plus dans les médias actuellement que c'est une réalité aussi, les accidents de stagiaires à école. Chez Angle Intelligence, les risques ils sont mesurés, parce qu'on ne fabrique pas, il n'y a pas de machine, mais les risques ils sont quand même présents. Il y a le déplacement depuis le domicile jusqu'à la gare, le fait qu'ils prennent les bus, et peut-être je laisse commenter cette partie-là si tu veux, Hassan. Oui, comme il l'a dit, il a mis une fiche pour présenter tout ce qui est risque qu'on pourrait rencontrer sur la route. Et la bonne attitude, comme il l'a dit, à adopter durant tout le trajet. Et en même temps, une fois arrivé sur place, au lieu du travail, comment adopter cette bonne attitude pour éviter tout ce qui est risque à rencontrer. Par exemple, c'est peut-être, on peut dire que c'est peut-être, un peu, excusez-moi des termes débiles, de mettre par exemple que sur la route, il faut pas mettre ses écouteurs, mais c'est quand même mieux vaut prévenir que guérir en fait. Donc voilà, c'est pas une évidence de le dire parce que naturellement la personne qui est responsable sait cela, mais quand même il faut prévenir à tout moment pour éviter justement ces petits risques du quotidien. Oui, car vous êtes alternant et donc le temps de trajet compte comme un temps de travail et donc on cherche vraiment à travers ces fiches à vous permettre de les éviter et donc d'adopter les bons comportements tout au long du trajet et d'avoir un taux d'accident minimum, voire nul. Oui, puis là c'est surtout aussi le côté, il y aura rien de plus dramatique, qu'il se blesse, qu'on n'ait pas anticipé quelque chose, qu'on n'ait pas du tout parlé. Après, s'il se passe quelque chose, qu'on l'avait anticipé, qu'on l'avait évalué, qu'on avait mis en place des mesures de protection, il faudra se poser la question de ce qu'on avait raté, mais au moins on n'a pas cette culpabilité de se dire on était complètement passé à côté et on a eu quelque chose de grave qui s'est produit. Et donc c'est pareil dans l'industrie. L'industrie, c'est aussi les mêmes enjeux, prévoir et piloter au quotidien. Très souvent, ce qui fonctionne, c'est piloter par les attitudes. C'est-à-dire que c'est les bons comportements, c'est les bonnes attitudes qui permettent de créer une atmosphère de travail sécurisée et qui diminue finalement le taux d'accident ou la gravité des accidents au quotidien.
Par rapport aux actions que mène votre entreprise au sein de l'industrie, comment est-ce que vous mesurez le succès d'une transformation? À l'enthousiasme de tous les collaborateurs dans leur évaluation du projet. Là, très récemment, sur ce début d'année, un dirigeant m'a dit: je viens de faire les entretiens annuels de mes salariés, et à la question sur quel a été le meilleur moment de l'année 2025, quasiment tous, ils ont dit les formations et l'accompagnement qu'on a fait sur l'intelligence artificielle. C'était vraiment hyper dynamisant, hyper concret. On a pu donner notre avis, on a pu apprendre des choses. Donc moi, je le mesure à la satisfaction du client, c'est-à-dire du dirigeant, si c'est lui qui commande, mais aussi des salariés, comment ils ont réagi. Et finalement, cette réaction, c'est vraiment celle qu'on doit essentiellement mesurer. Je pense que le chef d'entreprise qui met en place ce type de formation espère quand même améliorer la performance de son entreprise. Alors, on est encore à un moment où c'est surtout les technophiles qui se lancent déjà dans l'aventure, ceux qui ont déjà un appétit, mais qui se disent: j'aimerais bien que dans mon entreprise, on soit à la pointe, mais j'ai pas le temps de m'en occuper moi-même. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui le fait bien, qui a les bonnes valeurs? Donc, oui, c'est souvent des personnes qui ont cette vision ou cette conviction que l'IA va quand même être un élément de performance différenciant dans leur organisation. Quels sont pour vous les grands défis industriels des prochaines années? Alors, on en a plusieurs qui nous attendent. Continuer à mettre en place dans les organisations de bonnes alliances entre l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, l'intelligence embarquée dans des robots autonomes, par exemple. Sur notre territoire, on aura à un moment le défi d'intégrer des robots, on appelle ça bipèdes, humanoïdes, capables de faire des manipulations sur des sites industriels. Alors ça, c'est aussi un gros défi parce qu'on peut le voir négativement en se disant ça va supprimer des emplois. On peut le voir aussi sous un autre angle qui est de dire ça va nous permettre de relocaliser certains emplois qui sont faits actuellement depuis de très longues distances, sur le continent asiatique par exemple, parce que effectivement un robot ce sera moins cher que quelqu'un, par exemple, si on part de ce postulat-là, mais ça nous donnera des opportunités de relocaliser des productions en France, mais l'enjeu il sera que créer la bonne alliance et la bonne confiance entre toutes ces intelligences en gardant l'intelligence humaine au centre. Et tout à l'heure, on a commencé le podcast aussi sur la confiance, où on a parlé de la notion de confiance en soi et de confiance des salariés dans l'entreprise. Ce n'est qu'une notion de confiance et d'intelligence collective qui s'ouvre à nous. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un chef d'entreprise qui veut se lancer dans la transformation? Alors, bien sûr, contacter par exemple Anglais Intelligence, parce que sur le territoire, pour l'instant, il n'y a pas encore grand monde, mais au-delà de ça, c'est réfléchir déjà au pourquoi il veut se lancer là-dedans. Être clair sur ses intentions, en quoi commencer une démarche intelligence artificielle, ça va lui permettre de mieux atteindre ses objectifs, de mieux délivrer sa vision, de mieux consolider sa raison d'être. Et puis après, oui, regarder qui sur le marché propose ce type de prestations et choisir quelqu'un avec qui les valeurs sont partagées. Moi, c'est vraiment ça, là, sur un an, ce que j'observe, c'est que j'ai retrouvé un degré de liberté aussi, de pouvoir travailler avec des personnes avec qui le feeling est bon, les valeurs sont partagées, on arrive à développer et à déployer des choses assez spectaculaires. J'aurais une question par rapport à la montée en compétence des salariés. Vous parlez de nouvelles applications, de nouveaux outils, mais tout le monde n'est pas prêt à se former pour utiliser ces nouvelles technologies. Du coup, selon vous, quels sont les enjeux de la formation ? Ah oui, c'est un très bon point. La notion de formation à l'IA ou aux nouvelles technologies, elle est prégnante sur le territoire ou dans toute la société. Moi, j'interviens plus, c'est vrai, sur, pour l'instant, la formation de personnes opérationnelles qui vont avoir des lieux de travail qui vont être centrés sur l'ordinateur, sur l'interface avec leur ordinateur. Et on a créé une gamme chez Angle Intelligence pour qu'ils puissent s'y retrouver dans leur maîtrise de l'IA, qui reprend des codes de couleurs, un peu des sports de combat, c'est-à-dire je fais une première formation en IA, je suis ceinture blanche, je maîtrise l'IA, j'ai passé mon premier test, et ensuite j'ai une semaine pour mettre en pratique
la formation sur des cas réels, des cas d'usage réel de mon métier. Et si j'applique ces bonnes pratiques, qui sont des prompts de qualité, challenger l'IA, réfléchir par soi-même, j'atteins mon niveau jaune, je suis éligible à une formation de niveau vert, et puis hop, je progresse comme ça progressivement. Mais là, c'est vraiment plus destiné effectivement à des personnes qui travaillent beaucoup sur ordinateur. Pour les techniciens de maintenance et les opérationnels, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est pas les plus réticents ou les plus à la traîne sur l'adoption de l'IA. Ils l'utilisent finalement déjà beaucoup au quotidien avec un chat GPT perso. Ils prennent une petite photo sur une machine qui est en panne, donne-moi un conseil, comment je peux l'utiliser. Donc finalement, ils ont déjà développé, eux, une forte autonomie. Et on a plus le dirigeant ou l'entreprise qui est en retard par rapport à ça. J'aurais une question par rapport aussi aux enjeux de sécurité. Parce que voilà, dans l'IA, il y a beaucoup de données. Et on a relevé, on a contacté des industriels et parfois il y en a certains industriels qui refusent de passer le cap parce qu'on entend beaucoup parler de piratage, de captation de données. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés quand vous proposez vos services? Est-ce que la sécurité, c'est quelque chose qui parle, fait peur pour passer le cap? C'est le maître mot pour chacun. Et là, on est face à des personnes qui réagissent un peu différemment, à la fois à partir de leur propre expérience et des règles dans leur organisation. Il y a des moyens de mettre à disposition des IA sécurisées en partenariat avec son directeur des systèmes informatiques pour correspondre aux standards de l'entreprise. Et je dirais que cette peur ou cette crainte, souvent, je l'observe plus comme une bonne excuse pour ne pas se lancer. Mais si on reprend une image, ce serait un petit peu comme j'ai pas envie de me faire voler ma voiture, j'en achète pas et puis je continue à faire 100 km à pied tous les jours pour faire quelque chose. Bon, ça reste possible, c'est plus fatigant, c'est plus long, mais effectivement, on se fait pas voler sa voiture. Mais il y a aussi le rapport création de valeur risque pour moi qui par moment est déséquilibré. Et c'est pour ça que moi, en travaillant avec des développeurs qui ont des formations en cybersécurité, en comment sécuriser du déploiement sur le cloud, sur les serveurs, les data centers, on peut rassurer un dirigeant. De toute façon, le dirigeant qui voudrait vraiment que sa donnée, elle reste dans l'entreprise. On peut installer des serveurs en local, on peut faire qu'elle reste parfaitement dans l'entreprise, cette donnée. Donc c'est plus de l'accompagnement et comprendre cette appréhension qu'il faut qu'on fasse. Donc oui, je voulais vous poser une question par rapport aux enjeux environnementaux. Parce que c'est vrai que parfois, on parle beaucoup à l'IA, données, performance économique. Est-ce que justement le côté environnemental, c'est une porte d'entrée pour vous? C'est-à-dire, grâce aux données, je pourrais éviter de gaspiller des ressources. Et à l'inverse, s'il y a un souci dans ma ligne de production, je peux réduire, stopper ponctuellement la production pour que justement éviter les gaspillages. C'est aussi de nouveau très, très pertinent parce que tout est dans la mesure de l'IA qu'on va déployer pour le problème qu'on cherche à résoudre. Si c'est un problème sur un process de production qui nécessite d'analyser beaucoup de données, de prendre en compte plusieurs facteurs, de la documentation technique, là, l'IA est quand même compétitive pour le faire, même en consommant de l'électricité et des ressources data center, le faire efficacement pour espérer résoudre un problème de l'entreprise qui va, elle, éviter de consommer des ressources. Par contre, utiliser l'IA parce qu'on ne se souvient plus, par exemple, la date de la Révolution française, qu'on est censé connaître déjà normalement par cœur, et se dire, je vais demander à ChatGPT, là, l'image, c'est vraiment cueillir une fleur avec un bulldozer, en fait. On n'a pas besoin de ChatGPT pour se souvenir de ça. Il y a Google, ou il y a même des livres, en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu comme sur la cybersécurité, c'est l'intelligence qu'on y met dans le rapport risque-bénéfice qui est l'enjeu. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut vous poser une petite question en vous demandant de terminer votre approche en la résumant en 3 mots, par exemple, si vous... En 3 mots, ça va être particulièrement difficile. En 5. Mais c'est vraiment, je ne sais plus si je l'ai cité au début du podcast, c'est la bonne intelligence au bon endroit. C'est que ça l'enjeu. Et derrière intelligence, il y a une multitude d'intelligences. L'intelligence sociale, l'intelligence relationnelle, l'intelligence collective qu'on crée par des alliances avec des collègues ou de la capacité à travailler en équipe. Donc c'est vraiment développer la bonne intelligence au bon endroit qui est le résumé de ce qu'on fait. Écoutez, on vous remercie. Merci aussi. Merci d'être venu partager ce moment avec nous.
à ces échanges. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation dans votre entreprise, dans vos explorations. Et puis, on pourra retrouver ce podcast sur la chaîne YouTube MEF Radio. Très bien. Merci à tous pour votre accueil. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir fait vivre cette belle expérience aussi. Merci.